Bienvenue Thierry. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors Thierry, on te reçoit pour quelque chose qui me semble bien te correspondre en termes de titre, selon ma perception, même si je pense que peut-être d'autres la partagent. On te reçoit pour Bienvenue chez les fous, success story et secret de management d'un laveur de carreaux. On a l'habitude de le savoir puisque tu signes comme ça, notamment tes mails, ça arrive. Donc, on te reçoit pour ça aujourd'hui aux éditions Diathéno et on en reparlera un petit peu à la fin. Alors, tu es là depuis 2016 et tu as atteint le cap de 100 rencontres, donc pas mal de personnes dans le réseau te connaissent. Tu as une multitude de façons de te présenter. Moi, je vais en garder une et puis je vais te laisser compléter. Tu es un ex-cancre et je te laisse compléter ta présentation. C'est vrai que c'est un peu résumé, mais finalement, c'est pas si mal parce que je me revendique toujours cancre. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé travailler. Et donc, et d'ailleurs, j'ai le sentiment d'avoir passé plus de 40 ans à la direction de ce groupe Clinitex sans jamais avoir travaillé. Donc, et j'ai l'impression de continuer en étant aujourd'hui témoin de cette expérience dans des organisations diverses, dont APM. Oui. Alors, ex-cancre, laveur de carreaux qui a développé une entreprise, et puis, qu'est-ce que j'ai envie de dire, sonneur de cornemuse écossaise, Oui. même si j'ai perdu beaucoup d'amis avec cet instrument, et, et que dire d'autre, et puis passionné de moto tout-terrain, j'ai fait 3 Paris-Dakar, donc voilà un petit peu les grands moments de ma vie, et puis bien entendu, papa de 4 enfants et grand-père de 7 petits-enfants, donc un homme heureux. Bon, en tout cas, ça se voit et ça s'entend, donc c'est cool. La première chose que j'ai envie de te demander, donc ça reprend dans les grandes lignes ce que tu fais dans le réseau. Quelle a été la différence pour toi dans la construction et le processus d'écriture? Est-ce que tu as construit et tu as écrit ce livre comme tu as pensé ton expertise ou est-ce qu'il y a des choses quand même différentes dans la manière de créer, d'aborder certains points, de les expliquer? Alors, j'ai écrit ce livre, je dirais, en écriture instinctive, c'est-à-dire sans plan. Et d'ailleurs, je fais cette analogie, là, elle me vient maintenant, mais on accueille une jeune fille qui a une tiny house dans une prairie devant chez nous. Et c'est un architecte écossais qui lui a construit sa merveilleuse petite tiny house. Et il pratique la construction instinctive, c'est-à-dire qu'il construit sans plan. Et je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai fait de la même façon avec ce bouquin. Et c'est à la fin du livre que j'ai écrit le plan de ce que j'ai écrit. Tu vois, parce qu'en fait, moi, je suis plutôt d'une nature cœur-muscle et j'ai mis le squelette après. Ça marche. Alors, ça me permet d'embrayer tout de suite. Est-ce que tu as pensé ton métier, pensé ton entreprise? Parce que, alors, moi, je connais, je t'ai vu en rencontre. Je sais que le point de départ de la création de cette entreprise est peut-être un petit peu audacieux, si je ne dis pas de bêtises. Le fait de ne pas avoir pensé à ce que tu devais faire pendant les vacances et puis finalement, tu as vu quelque chose dans un journal et tu t'es dit, bon, je vais essayer de trouver ça comme pour justifier mon départ en vacances, si je ne me trompe pas. Mais tu peux en parler hein, si tu veux, mais l'idée, c'est de savoir est-ce que tu as aussi été assez instinctif dans ta manière de monter cette entreprise ou tu avais quand même une idée en tête et on reviendra notamment sur les valeurs qui t'ont accompagné tout au long de ton parcours. Aucune idée. C'est-à-dire que j'ai découpé un article dans le journal par hasard et ça, c'est pas bête, allez, je crée ma boîte là-dessus, sur cette idée-là, c'est-à-dire au départ, nettoyage de canapés et de moquettes, et puis comme ça n'a pas marché, de fil en aiguille, je suis passé en nettoyage B2B, mais j'ai absolument rien construit. D'ailleurs, toute ma, toute ma vie s'est faite de hasard. Tu vois, je suis devenu expert APM vraiment par hasard. Enfin, tout ce que j'ai fait, en fait, je monte dans les trains. Je Ouais. monte dans les trains qui passent. C'est-à-dire quand j'ai une belle rencontre, quand j'ai une belle opportunité, ben, j'y vais, quoi. Et sans trop réfléchir au coup d'après. Et finalement, ça marche assez bien. Euh, D'ailleurs, quand j'ai décidé de faire mon Paris-Dakar, j'avais été voir mon papa en lui disant, papa, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te paraît
est-ce que ça te paraît judicieux que je fasse le Paris-Dakar? À l'époque, j'avais 4 jeunes enfants dont l'aîné avait 14 ans, tu vois. Et mon père m'a fait cette réponse qui m'a illuminé et qui continue à m'éclairer, c'est les raisonnables auront duré, les passionnés auront vécu. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, je pense que les passionnés sont plutôt dans une démarche, j'agis, après je réfléchis, et puis après, éventuellement, j'ai peur. Et ça, c'est la marque de fabrique des cœurs muscles, c'est-à-dire les passionnés. Les raisonnables, alors il faut tout pour faire un monde, hein, mais les raisonnables réfléchissent avant d'agir pour éventuellement avoir peur et ne pas agir. Tu vois, bon, voilà. Voilà un peu le cheminement. J'entends cette notion de train qui passe, d'opportunités, de rencontres. Est-ce que quelque part, tu ne te les crées pas quand même, ces opportunités, vu la personnalité que tu as, vu les valeurs qui t'accompagnent? Est-ce que tu n'en es pas à l'origine de ces trains qui passent finalement? Moi, j'ai quelquefois entendu dire de certaines personnes à qui arrivent tout le temps des catastrophes. Dès qu'il y a un avion qui s'écrase, c'est sur ses pompes. Bon, moi, j'ai l'impression, et alors, ça n'exclut pas, quand je dis ça, que ça puisse m'arriver d'avoir un avion qui s'écrase sur mes chaussures, mais bon, c'est-à-dire que je ne veux pas dire que j'échappe à toutes les catastrophes, à toutes les difficultés de la vie, bien entendu, mais j'ai l'impression que quand même les comportements qu'on a, et surtout quand on est doté de la qualité du savoir-voir, c'est-à-dire qu'on a des radars très déployés, on voit beaucoup plus de trains passer que les personnes qui n'ont pas la chance d'être dotées de radars larges. Bon, j'ai cette chance. Je suis né sous une bonne étoile, plutôt une bonne nature, et donc j'ai l'impression que j'attire plutôt la chance que le malheur. Mais encore une fois, j'espère que ça va durer, quoi. Voilà, c'est tout. Je touche la table en bois. Ben moi, je ne touche même pas, j'ai une table en bois. Mais en fait, je ne dis pas ça pour toi, mais généralement, les gens qui touchent du bois au moment où ils disent quelque chose qui paraîtrait dangereux de voir se transformer sont des gens qui ont peur de l'avenir. Je n'ai pas peur de l'avenir. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ou alors j'ai peur, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas d'avancer. Oui. C'est intéressant ça, ce côté je n'ai pas peur. Pour avoir fait un certain nombre de rencontres dans le réseau, avoir entendu les entrepreneurs, on les associe souvent à cette notion de je n'ai pas peur. J'entreprends, ça m'accompagne, quoi. Je sais pas, je suis guidé par quelque chose, j'y vais, je fonce. Est-ce que tu penses, quand on voit ton parcours, on voit la période où tu as lancé aussi ta structure, est-ce que tu penses quand même qu'il y a des périodes qui sont plus propices à se lancer sans réfléchir, sans avoir peur, où finalement c'est la nature de la personne et peu importe le contexte social, sanitaire, finalement, on n'a pas peur, on n'a pas peur. C'est-à-dire que dire que j'ai pas peur, en fait, c'est vraiment exagéré. Disons que j'ai peur, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Oui, Voir, ça me stimule. Ça me stimule. Parce que, tu vois, quand j'étais sur le Paris, les différents Paris-Dakar que j'ai pu faire, ou toutes les courses, les compétitions de moto que j'ai pu faire, j'ai peur du début à la fin. Et quand je passe la ligne d'arrivée, j'ai encore peur du départ du lendemain. Mais à la limite, ça contribue, ça participe à ma concentration, ça participe à mon plaisir, parce que vaincre des peurs, c'est du plaisir. Bon, voilà, sur le rapport à la peur. Puis après, sur le rapport à l'environnement et à l'opportunité selon la qualité de l'environnement économique, enfin, bref, moi, je pense qu'il n'a aucune influence. Je pense que, par exemple, pour créer sa boîte, il n'y a absolument pas de période plus propice qu'une autre par rapport à l'environnement. Je pense que si la période est propice pour créer une boîte, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un alignement d'étoiles, et puis un peu comme le chasseur, on a une fenêtre de tir, et on tire. Et puis celui qui hésite, eh ben, il ne tire pas. Et il n'y a que celui qui tire qui peut ramener du gibier. Hein. Oui, c'est vrai. Je reviens quand même sur cette notion de contexte pour une raison très simple. Quand on voit les grandes inspirations que tu as, Pierre Rabhi, Maria Montessori, je ne sais pas pourquoi, mais quand on a reçu le livre et qu'on a vu Bienvenue chez les fous, donc j'ai pensé effectivement Bienvenue chez les fous, bienvenue chez Clinitex, parce qu'on est des fous dans notre manière de fonctionner. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que finalement, aujourd'hui, avec toutes les méthodes de management alternatives, avec cette notion qui, je sais, t'irrite un petit peu l'oreille d'entreprise libérée, voilà,
toutes ces choses-là, est-ce que si tu avais dû créer ton entreprise aujourd'hui et faire ce que tu as fait, tu l'aurais quand même un peu bienvenu chez les fous ou tu l'aurais appelé différemment? Du coup, j'en sais strictement rien. J'en sais strictement rien parce que, en fait, ce livre, c'est le récit d'une histoire. C'est-à-dire, je regarde dans le rétroviseur. Et, 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 et pourquoi j'écris ce livre? C'est parce que j'ai tellement vu d'étonnement. Moi, tout ce que j'ai fait m'a paru normal. Ouais. Je ne savais pas que ce n'était pas normal. Et c'est dans le regard des autres, chez les adhérents APM, dans les clubs APM, où quand je vois l'étonnement dans les yeux de ceux qui me font la gentillesse de m'écouter, c'est cet étonnement, en fait, c'est l'effet miroir qui m'a donné envie d'écrire ce livre et qui m'a fait prendre conscience que ce qu'on avait fait était un peu out of the box, quoi. Voilà. Ouais. Et effectivement, je ne me sens pas à l'aise dans, dans l'idée d'être classé dans une catégorie de manager ou d'entreprise particulière. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas dans la vie il n'y a pas l'entreprise libérée et l'entreprise pas libérée. Y a pas, parce que ça sous-entendrait qu'il y a des entreprises, que les autres sont emprisonnés. Et puis, je veux rester éloigné d'un complexe de supériorité éventuelle sur notre management, qui n'est ni meilleur ni moins bon qu'un autre. C'est le tien. Aligné, il est aligné, quoi. Voilà. Alors, justement, on va rentrer un petit peu plus sur. On va regarder dans le rétro avec toi. À ton avis, enfin, je pense que tu le sais, mais est-ce que tu peux nous partager les 2-3 points de ton management qui étonnent et continuent d'étonner les adhérents ou les gens à qui tu parles? J'en ai un, moi, qui m'a étonné, c'est la transparence de la grille salariale. Ça, j'avais vu les adhérents réagir. Est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que tu peux nous approfondir ce point-là? Mais qu'est-ce qui étonne vraiment? Moi, je vais te faire une confidence. Je suis amoureux de. Quand j'étais encore le PDG de cette entreprise, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'étais amoureux de mes 3500 gens. C'est-à-dire, je les aime. C'est-à-dire que j'ai de la considération pour les agents de propreté et que cette considération, j'ai toujours cherché à la témoigner tout au long de ma carrière. Tu as peut-être vu dans le livre que quand on fait une erreur sur une fiche de paye, on continue, ça fait 30 ans qu'on envoie une boîte de chocolat et un mot d'excuse aux agents de propreté. Et c'est une façon de leur dire, je vous aime, j'ai du respect pour vous, j'ai de la considération pour vous. Quand on pratique ce que j'appelle le naturisme managérial, c'est-à-dire la transparence totale, c'est-à-dire l'idée de se dire on montre tout, parce que ce qu'on montre, c'est ce qu'on ne montre pas qui est toujours à l'origine des fantasmes, des jalousies, des complexes, d'infériorité ou de supériorité d'ailleurs. Et donc on a décidé de tout montrer et de dire bah tiens après tout, je ne vois pas pourquoi je priverais une partie du personnel de Clinitex de l'information dont je dispose. Parce que si je ne partage pas avec eux l'ensemble de l'information, c'est presque de leur dire, je pense que vous êtes trop bête pour comprendre. Vous valez pas le coup, ouais. Ou que l'information que j'ai est tellement confidentielle que je ne peux pas la partager avec vous parce que vous pourriez être choqué ou ne pas comprendre. Enfin bon. Et d'ailleurs, depuis qu'on pratique la transparence totale, il ne s'est rien passé dans la boîte. Enfin, on a eu dans la balance bénéfice-risque. Maintenant, c'est une balance qui est devenue très célèbre. On ne voit que des bénéfices, quoi. Sur justement, est-ce que on en parle beaucoup aujourd'hui du savoir-être plus que du savoir-faire? Est-ce que ça a été les critères les principaux dans tes recrutements d'équipes, de collaborateurs et d'opérationnels? Parce que je sais que tu n'avais pas de codir pendant un certain temps aussi, si je ne dis pas de bêtises. Non, toujours pas. Est-ce que tu as privilégié le savoir-être au savoir-faire? Est-ce que tu cherchais des gens qui s'intégraient dans ton fonctionnement ou est-ce que tu allais aussi à leur rencontre et t'ajustais parce que tu disais, lui, vraiment, ou elle, j'ai envie de travailler avec. Je sens que mon fonctionnement peut être un petit peu flou pour elle. On va essayer de se rencontrer et de se retrouver à un point d'équilibre. Alors, il y a une troisième qualité qu'on essaye de chercher, c'est le savoir-voir. Savoir-voir, parce que le savoir-faire, bon, c'est un prérequis non contournable.
tu recrutes un laveur de vitres, il faut qu'il sache laver des vitres. Ouais. Voilà. Ou un soudeur, il faut qu'il ait son diplôme de soudeur. Sinon, bon voilà. Donc ça c'est le critère, le b.a-ba. Après le savoir-être, oui, bon, ben, on essaie de vérifier que la personne dit bien bonjour, bien au revoir, et puis qu'elle ne se met pas les doigts dans le nez pendant un entretien d'embauche, quoi. Voilà. Bon, mais ça, c'est, je veux dire, si on se limite à ça, on est assez short. D'ailleurs, on pratique, enfin, certains recruteurs de notre entreprise, tout le monde ne le fait pas, mais pratiquent ce qu'on appelle le field dating, c'est-à-dire on reçoit les candidats sans avoir lu leur CV. Ouais. Donc, on a juste vérifié leur savoir-faire. On a gardé que ceux qui disposaient du savoir-faire. Et ensuite, on va parler pendant une demi-heure de tout sauf de business. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu quelle est leur qualité d'empathie, dans leur vie, à quel moment ils se sont tournés vers les autres. Et c'est là qu'on va aller chercher leur qualité du savoir-faire, parce qu'il n'y a que les gens qui disposent de cette qualité, l'humilité, qui sont capables de voir ce que les autres ont de merveilleux ou font de merveilleux. L'humilité est vraiment à la base de tout. D'ailleurs, elle est à la base de la considération qu'on peut porter aux agents de propreté. Si moi, je me sens supérieur à un agent de propreté, je ne peux pas leur porter de considération. En tout cas, ils ne vont pas la recevoir. Et ben, c'est ça qu'on va aller chercher dans nos recrutements. C'est savoir-faire, savoir-être, bien sûr, mais surtout savoir-voir. Savoir-voir. Cette qualité, c'est être capable d'aimer. Je vais t'embêter un peu, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un de pas du tout humble. C'est un effort que je fais, je vous rassure. Je me dis, j'entends ton discours, j'entends ta manière de recruter, alors que je suis le plus sceptique, le plus râleur. Est-ce que finalement, ce modèle-là, il n'était pas propice vraiment qu'à ce secteur d'activité? Est-ce que tu penses que dans une espèce de structure avec, je ne sais pas moi, une pression de résultats, je te dis encore une fois de ma vision, hein, une pression de résultats, une image incroyable à valoriser, enfin, je ne sais pas, tout un tas de choses. Est-ce que tu penses que ça pourrait aussi fonctionner? Est-ce que la transposition est faisable partout? Ou est-ce qu'à un moment, le secteur rattrape les intentions? Moi, tu me mets dans un secteur. Pourquoi j'ai créé ma boîte? Parce que je voulais être libre. Ouais. Et donc, pas être sous pression d'un actionnaire. Mais il ne reste pas moins que la pression du résultat, la pression, parce qu'il faut quand même pouvoir sortir du résultat, payer ses dettes, lancer son BFR. Enfin, donc, cette pression, elle existe. Et puis, il y a la pression des clients qui sont exigeants. Et puis, il y a la pression des salariés qui aussi attendent d'être mis dans un contexte où ils vont pouvoir se révéler leur talent, être heureux professionnellement. Donc, de toute façon, quel que soit le secteur d'activité, la pression, on l'a. Maintenant, si tu me parles de la course au profit et de la brutalité qui est associée à la course au profit sans limite, nous, on a résolu le problème avec ce fameux seuil de frugalité qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on a détecté que le seul défaut du capitalisme, moi je suis un capitaliste convaincu, et que le seul défaut du capitalisme était de ne pas avoir la conscience du nécessaire, c'est-à-dire de ne pas avoir un indicateur de son seuil de satiété. Le seul défaut du capitalisme, c'est le toujours plus sans limite. Et donc on a créé un indicateur qui nous donne la conscience de notre seuil de satiété économique dans l'entreprise. Quel est le volume de richesse que nous devons créer pour pouvoir assurer la sécurité de l'entreprise, assurer son autonomie autant que possible et pouvoir financer ses projets futurs. On a créé cet indicateur économique qui, du coup, nous détend énormément, qui nous met en plus du reste, qui nous fait baisser la pression. Mais la pression économique, du coup, nous l'avons moins qu'ailleurs parce que nous savons à quel moment dans l'année nous avons atteint ce seuil de sécurité. Et il y a eu une continuité. Enfin, ce seuil a toujours été le même. Il a évolué. Et s'il a évolué, pour quelle raison? D'abord, il est assez récent parce qu'en fait, il est lié à l'arrivée de mon fils Édouard aux manettes de l'entreprise. C'est lui qui a eu cette idée. C'est lui qui a rencontré Pierre Rabhi
Oui. Et c'est lui qui a eu cette idée de créer le seuil, qu'on appelle chez nous le seuil de frugalité. Donc, il n'a pas toujours existé, c'est-à-dire qu'avant que nous ayons ce seuil, il y avait des années où Cleantech n'atteignait pas ses objectifs et pour autant faisait des résultats qui dépassaient très largement le seuil de satiété si on l'avait eu à l'époque. Oui. Et donc, nous pensions avoir raté nos années. Certaines années, on pensait avoir tout raté parce qu'on était 30% en dessous de l'objectif. Et pourtant, on avait créé de la surrichesse pour l'entreprise sans s'en rendre compte. Et ça, c'est parce que tu avais un regard vers l'extérieur et moins concentré sur ce que vous faisiez? Le fait de… C'est juste parce que le système de business plan, où tu construis un objectif et tu dis, allez, cette année, on vise de faire 1 million d'euros de profit. Cette année-là, tu fais 500 000. Et puis, tout le monde se tire une balle dans le genou. On dit, année pourrie, année ratée. Et peut-être que le seuil de satiété de l'entreprise était à 300 000. Et on a peut-être créé 200 000 euros de richesse cette année-là sans le savoir. Sans le savoir. Donc, cet indicateur qui n'existe pas dans les comptabilités du monde, parce que j'ai parcouru le monde entier avec cet indicateur n'existe pas. Et je suis déjà intervenu j'étais chez un patron de KPMG, pour ne pas le nommer, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, mais ce truc-là, ça n'existe pas. Donc, même chez les plus hauts gradés du métier de l'expertise comptable ou du commissariat ou de l'audit, ils me disent, non, ce truc-là n'existe pas, mais comment se fait-il qu'il n'existe pas? La nature nous a dotés de cette qualité du seuil de satiété quand on mange, ce qui n'empêche pas qu'on mange souvent au-delà du seuil de satiété, mais économiquement, ce seuil n'existe pas. Et pourtant, ce serait une façon extraordinaire de réconcilier le capitalisme avec la société civile. Et tu ne crois pas qu'on tend vers ça, vu les périodes qu'on traverse et les… Non. Non, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a peur, hein? Ouais, on blinde. On mange plus, on stocke plus. Non, la peur, la peur et l'inconscient, et puis ne pas avoir d'indicateur de satiété nous invite à surstocker, à aller chercher de la surperformance inutile, de la surconsommation inutile. Et c'est là qu'on rejoint Pierre Rabhi qui défend l'idée de la sobriété heureuse, c'est-à-dire de consommer raisonnablement, et qui ne s'oppose pas à l'idée de créer plus de richesse que le seuil de satiété. C'est-à-dire que quand Cleantech atteint son seuil de satiété, on est très content et on ne s'arrête pas de pédaler. Vous n'arrêtez pas, ben oui, c'est ça. On est plus détendu. C'est ça. Et c'est un luxe. Ça, c'est un luxe. Ah, mais c'est la liberté et le sentiment de ne pas être sous pression excessive, c'est un luxe extraordinaire. Et puis c'est managérialement très efficace. Oui. Je voulais revenir sur ton fils, vu qu'effectivement, il a pris le relais. Quelle différence notable tu vois entre lui et toi en termes de management? Qu'est-ce qu'il a apporté au-delà du seuil de frugalité dont tu viens de nous parler? Qu'est-ce qu'il a apporté de encore plus innovant, encore plus disrupteur que ce que tu as fait? Édouard n'aime pas qu'on s'approprie l'un ou l'autre la paternité des idées de l'entreprise. D'accord. Parce que, par exemple, le seuil de satiété, c'est lui qui a eu cette idée. On l'a créé ensemble avec un cabinet, un des Big Five, on a construit ce truc-là ensemble. Mais il me dit, papa, ce seuil de satiété, je n'aurais pas pu l'inventer et le créer si tu n'avais pas préalablement labouré le terrain pour que j'ai cette idée. Mais tant pis si ça lui déplaît, mais le seuil de satiété, c'est lui, la transparence sur les salaires, c'est lui. C'est lui qui a mis son numéro de téléphone perso. Oui, c'est vrai. Dans tous les journaux, on a un journal mensuel d'entreprise ou bimestriel, enfin je ne sais plus, tous les mois, tous les 2 mois, mais qui, pareil, il y a son numéro de téléphone en grand. Donc, alors qu'on est 4000 salariés, quoi. Donc, tu veux, bienvenue chez les fous. Édouard n'est pas le dernier des fous. Bon, les chiens ne font pas des chats, mais en tout cas, Édouard est parfaitement légitime dans la créativité managériale et dans le lâcher-prise, tu vois, parce qu'il n'a toujours pas de DAF, toujours pas de DRH, toujours. Et je lui ai posé la question il y a 48 heures. Je lui ai dit, Édouard, parce qu'il me dit, j'ai beaucoup de travail, parce que j'ai beaucoup de personnes en râteau direct, parce que Cleantech n'a que 3 niveaux. Et il est en train de réfléchir pour créer des cercles de décision autonome dans l'entreprise. Enfin, il est en train de chercher des solutions pour conserver 3 niveaux
alléger son sac à dos. Mais c'est un créatif. Et donc, non, je lui ai dit, mais tu n'as pas envie d'embaucher un DAF ou un DRH ou un bras droit? Il me dit, écoute, non, pour l'instant, je ressens pas le besoin. Voilà. Et tu penses que, alors, au-delà de ne pas ressentir le besoin, est-ce que tu penses qu'il veut quand même perpétuer l'identité, l'image de Clinitex à travers des décisions fortes qui ont été prises avant? Édouard a cet avantage par rapport à moi. Moi, j'ai mis 35 ans à trouver mon alignement managérial. Ouais. D'ailleurs, Spinoza nous dit le bonheur, c'est de réaliser sa nature profonde. Bon, Frédéric Lenoir aussi le dit. Et moi, j'ai mis 35 ans à trouver cet alignement. Et c'est pour ça que j'ai fait des erreurs managériales en recrutant un comité de direction, en installant des systèmes hiérarchiques. Quand je suis parti faire mes Paris-Dakar, j'ai laissé pendant 3 ans les clés de la boutique à des cadres supérieurs. Moi, j'aime bien le jambon supérieur, mais le cadre supérieur, ça me pique un peu. Bon. Donc, voilà, et ils ont désaligné la boîte, et je leur reproche rien, hein, mais sur un système vertical, contrôle, hiérarchie, etc. Et quand je suis revenu dans la boîte, j'étais perdu. Je ne comprenais plus comment fonctionnait ma boîte. Donc, je l'ai réaligné, mais j'ai mis 30 ou 35 ans à trouver cet alignement. Édouard est arrivé dans l'entreprise, et il lui a fallu quelques courtes années pour trouver cet alignement, avec Marie Montessori et Pierre Rabhi, avec l'histoire de l'entreprise, et pour installer sa légitimité. Et donc, Édouard est devenu PDG sans s'en rendre compte. Et d'ailleurs, tu sais que c'est chez APM qu'il a appris qu'il était PDG, parce que Fleur Minjean a interviewé, et dans le cadre de la télé APM, il m'a dit, Thierry, c'est toujours toi le PDG? Et j'ai dit, ben non, Édouard, non, c'est Édouard. Et Édouard m'a envoyé un SMS dans la seconde. Il l'a appris en direct. Merci papa, je n'étais pas au courant. Mais pour moi, ce n'était pas un sketch. Hein. C'est-à-dire qu'il était PDG. Voilà. Écoute, Thierry, le temps avance. J'ai une dernière question qui est un peu plus large, mais là, pour le coup, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la question. J'aimerais bien que tu me parles de ce que est-ce que ça existe, est-ce que ça doit exister, de l'exemplarité du dirigeant et du manager. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce mot exemplarité. Est-ce qu'on doit l'être? Je pense qu'on partage un petit avis sur la réponse. Effectivement, la transparence me semble être important dans l'exemplarité. Mais quand je te vois parler de ta structure, quand on sait les baromètres de satisfaction et de bien-être de tes salariés, je pense que c'est aussi un effet miroir là, par rapport à la structure un peu créatrice et qui insuffle quelque chose. Donc, j'aimerais bien que tu me dises 2-3 mots sur ce que tu imagines, sur ce que tu penses de ça. Je pense que d'abord, une entreprise doit se doter, doit faire ce travail d'écriture de sa mission, de sa vision et de ses valeurs. Une fois que ça s'est fait, que c'est partagé, que c'est affiché sur les murs, il faut que ce soit incarné. Incarné, oui. C'est-à-dire que si le numéro 1, j'aime pas cette expression numéro 1, on va dire celui à l'origine, le leader ou le créateur, enfin voilà, si lui n'incarne pas ça et que son équipe directe ne l'incarne pas, c'est un boomerang qu'on reprend dans la figure. Donc on doit être autant que possible, parce qu'on fait de son mieux, hein, on doit être exemplaire, d'une part, et il y a autre chose qu'il faut, en plus de l'exemplarité, c'est le courage managérial. Parce que les petites lâchetés managériales sont un autre boomerang qu'on prend dans la figure. Et donc, il faut faire face. Et notre boulot à nous, les leaders, c'est d'accepter les nuits blanches, parce qu'il faut avoir du courage, et puis de visualiser que notre métier, c'est de donner de la liberté. Le collaborateur ne s'accorde pas la liberté lui-même. C'est au leader de donner la liberté à ses collaborateurs. Dans ses actions. Pour l'aider à faire seul. Oui. Écoute Thierry, merci. Ça me convient, mais je ne suis pas surpris de cette réponse. Je vais faire un petit mot de fin et après on va se laisser. Mais du coup, j'ai Aurélie devant moi, je vais lui faire un petit clin d'œil quand même. Parce qu'avec Aurélie, on a monté cette librairie et c'est très bien de te recevoir, toi, pour sa dernière, en termes de parcours atypique, de posture. Donc, je voulais dire merci à Aurélie de m'avoir permis de tourner ces vidéos, d'avoir fait une qualité plus. Je ne vais pas lui demander de venir
surtout montrer sa tête parce qu'elle va être timide. Mais en tout cas, voilà, je la remercie pour ce qu'elle a fait, pour le travail qu'elle a fait et pour son implication et le fait qu'on a pu rendre ça possible et de pouvoir vous valoriser, de pouvoir montrer ce que vous faites à côté. Je trouve, c'est très agréable. Et donc, tu disais, voilà, les leaders doivent nous permettre d'avoir un peu plus de liberté. En tout cas, avec Aurélie, on a réussi à se permettre un petit temps de liberté avec ces capsules. Donc, on est très content et je la remercie pour ça. Je remercie Valériane aussi qui prend le relais pour les enregistrements. C'est bien de lui faire un coucou. Et puis, je te dis merci, Thierry, surtout. Merci à toi. Merci pour… voilà, moi, je trouve que tu as une posture d'intervenant, comme tu n'aimes pas le mot expert, d'intervenant à la juste place, transparent, honnête, et on dit ce qu'on a à dire. Donc, pour ça, moi, je suis fan. J'aime bien ce comportement. Donc, Thierry, je te dis merci encore pour ce que tu fais pour nous. Et puis, à très bientôt dans les réseaux, enfin, dans le réseau à Montpellier. Je ne sais pas, mais on se recroisera très bientôt parce que tu es bien investi dans le réseau, il faut le rappeler. Encore merci pour ce temps. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Merci Thierry. Merci.